Nous allons discuter pendant l'heure qui vient avec donc l'agence d'architecture Brunet-Saunier. L'agence d'architecture Brunet-Saunier, bon, pour rappeler un petit peu leur background, c'est aujourd'hui une des grandes agences d'architecture françaises qui travaille sur de grands projets en France et à l'export sur des sujets très diversifiés, grands projets d'équipement, universités, laboratoires, les gares du Grand Paris, donc véritablement des projets à belle visibilité. Et depuis quelques années, après un premier hôpital à Palavas-les-Flots, l'architecture hospitalière est devenue donc l'une de leurs spécialités. Le talent de l'agence, c'est aussi l'expérimentation. Et aujourd'hui, en fait, ils ont décidé de présenter sur ce salon une approche conceptuelle du projet hospitalier, une approche intitulée Nos limites, donc ils vont nous dire pourquoi. Et en même temps, au fil de cette présentation, on va aussi découvrir les images de leurs projets, donc des projets en France, des projets en Suisse, projets en Belgique, et on découvrira aussi les intérieurs, les plateaux techniques, évidemment, tout ce qui fait l'humanité de l'hôpital, son architecture et son fonctionnement. Donc sur ce plateau, je vais commencer par donner la parole. On a déjà présenté les interlocuteurs, donc je vais donner la parole d'abord à Jérôme Brunet. Jérôme, peut-être que vous pouvez commencer à présenter un petit peu l'agence plus en détail et surtout à nous dire pourquoi cette spécialisation, si tant est qu'on puisse parler véritablement de spécialisation dans l'univers hospitalier. Merci Christine. Christine Desmoulins, modératrice. Oui, donc l'agence, tu l'as présentée brièvement, on ne va pas s'étendre, c'est une agence qui a été créée dans les années 80 donc, par Éric Saunier et moi-même, et qui s'intitule donc Brunet-Saunier Architecture. Nous travaillons essentiellement dans le domaine public et à la notion de spécialisation ou de spécialité. Je préférerais celle d'une certaine expertise dans le domaine des bâtiments publics et aujourd'hui complexes. Complexes comme le sont les hôpitaux bien sûr, mais aussi des bâtiments de laboratoire, des grandes écoles, des universités ou encore, tu l'as cité, des gares du Grand Paris sur lesquelles nous travaillons actuellement. Complexes parce que ce sont des programmes à multiples entrées, avec des fonctions extrêmement disparates et qui doivent toutes vivre ensemble, et complexes aussi parce qu'il y a une notion forte de flux dans ces bâtiments. Et donc Olivier expliquera tout à l'heure comment cette complexité, nous la gérons, nous la contournons. On l'a appelée la simplexité dans un ouvrage qu'on a réalisé il y a maintenant une petite année. Et donc l'agence aujourd'hui développe pour une grande partie beaucoup de projets hospitaliers, et c'est ce que nous allons présenter cet après-midi, d'abord sous l'angle plutôt théorique et conceptuel, c'est Olivier qui le fera, et ensuite une présentation de projets en France mais aussi à l'étranger, car il y a une véritable excellence française. Je pense que Aïa précédemment l'a dit aussi. Les compétences de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre française est reconnue à l'étranger, alors pas seulement en Chine, mais bon, on en reparlera après, j'ai un peu anticipé. Oui, on pourra peut-être conclure un peu sur cette partie-là. Peut-être pour juste mettre l'accent sur le début de cette aventure hospitalière, ça commence avec Palavas-les-Flots. Oui, et avec parce qu'on dit souvent, est-ce qu'il faut souvent aussi les architectes interviennent dans l'hospitalier au début et petit à petit les choses évoluent. Palavas, c'était un hôpital très balnéaire finalement. Oui, c'est pas un hôpital. Palavas, c'est un centre de rééducation fonctionnelle. C'est un concours privé dans les années 95. Et c'est donc le hasard de la commande publique, cette commande publique que donc, nous avons suivie depuis 81, qui fait que nous avons remporté ce concours devant à l'époque le regretté Pierre Riboulet, et je crois qu'il y avait aussi Christian de Porzampar. Donc c'était un concours, on n'avait jamais abordé ce thème-là. C'est peut-être aussi paradoxal, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas spécialisé, on peut aussi apporter des idées et des choses qui sont parfois des failles, mais sur lesquelles se bâtissent de beaux projets. Alors, après, Palavas, ça nous a ouvert les portes de véritablement l'hospitalier, notamment l'hôpital de Cannes, que nous avons remporté après. Et
et ainsi de suite. Et en faisant ces bâtiments, on s'est aperçu malgré tout qu'il y avait une problématique très forte autour de l'hôpital. Et on ne s'est pas contenté donc de construire ces bâtiments qui sont beaux, qui sont fonctionnels, mais de réfléchir aussi à ce qu'est un hôpital et comment doit évoluer l'hôpital aujourd'hui et comment le prendre en compte dans nos projets. Et la première phrase de notre présentation, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change tout le temps. Et ça, c'est une préoccupation qu'on doit avoir en tête quand on dessine des hôpitaux. Alors, on va peut-être laisser la parole maintenant donc, à Olivier Contré. Olivier, on dit souvent que dans l'architecture hospitalière, finalement, entre le moment où un hôpital est conçu et le moment où il va être livré, il n'est pas rare qu'une décennie s'écoule. Dans certains cas, on a vu que pour le musée des l'hôpital Pompidou, ça a été plutôt presque 2 décennies. Et pendant ce temps-là, évidemment, la médecine évolue, l'espace se rétrécit, on demande d'autres espaces. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que cette phrase qui est là derrière nous, et puis est-ce que c'est ce qui explique l'intitulé de cette conférence, nos limites? Ou bien est-ce que c'est des aspects humains sans limite ou... Je vous laisse la parole. Bonjour. Alors je vais m'essayer à expliquer plus une philosophie qu'une théorie, parce que les théories en architecture, il n'y en a pas beaucoup, elles sont difficiles à inventer, à construire, et surtout une théorie, c'est assez rigide comme vision. Alors une approche plutôt, une philosophie qui quand on caractérise l'agence, notre regard sur les programmes fonctionnels est effectivement complexe. Et elle est illustrée par cette phrase de Bouddha, Wang Bi. C'est de la philosophie taoïste. La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change tout le temps. Bon. Je pense que nous ne sommes pas les seuls à l'avoir ressenti dans le milieu hospitalier. Et on a fait de ce changement, quelque part, notre affaire et surtout notre seule constante. Quelque part, on est sûr d'une chose, c'est que tout change. Alors, ces changements sont de nature, sont de différentes natures. Je vais les faire défiler rapidement. D'abord, à son ordre social. Je regroupe, si on reparle de l'hôpital, de tous ces changements en matière de médecine, de santé, en matière de population, et ce qui produit finalement dans les programmes des changements permanents en termes d'organisation, les transformations en matière technologique, et je crois que là-dessus ça avance encore plus vite, parce qu'il y a une accélération générale de ces transformations, de l'économie, bien évidemment, parce que on le voit surtout en ce moment, on ne construit plus les hôpitaux comme voilà 10 ans. Il y a de nouveaux paradigmes économiques qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et tout ça, ça rend le programme qu'on a à mettre au point à un instant T rapidement obsolète. Et le paradoxe, c'est que l'on construit pour voilà, 30, 40, 50 ans. Et le point de départ est rapidement obsolète. Alors comment faire? Je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. C'est ce qu'on appelle nos limites, l'architecture de l'incertain. Alors, on va parler là plus particulièrement de l'hôpital, parce que cette philosophie, on l'applique finalement à plusieurs programmes universitaires, des programmes complexes, des programmes de laboratoire, mais là comme le salon s'y prête, on va parler de l'hôpital. La complexité du programme hospitalier est énorme, parce qu'elle est issue des 3 facteurs que je vous ai cités. Et vous avez devant vous un schéma dessiné par un utilisateur qui exprime ses volontés d'organisation. Ce programme est apparemment complexe, parce que le besoin est complexe, et l'expression est complexe. Et c'est intéressant parce que
finalement, on s'aperçoit d'abord que la base est complexe, et deuxièmement, qu'on pourrait faire une architecture complexe qui abrite cette complexité. Mais on a constaté, au bout de 10-15 ans, que l'architecture devait se simplifier pour accueillir cette complexité. Alors la simplification, qu'on appelle aussi la simplexité, c'est un jargon que beaucoup maintenant utilisent, mais il faut quand même savoir qu'au Collège de France, nous contribuons à l'établir, à en faire une vraie théorie, parce qu'aujourd'hui ce n'en est pas une, mais ça consiste à dire que cette complexité installée dans un hôpital simple nécessite des mises au point, que Lambertoz appelle des détours, et qui permet finalement à ce que la complexité puisse se ranger quelque part. Alors ça, c'est une œuvre de l'Atlas qui illustre finalement, il y a d'autres exemples, mais celle-ci est assez probante, ça illustre que sous la forme d'un carré, on peut exprimer énormément de choses. Ici, plusieurs œuvres extrêmement différentes, bien qu'elles aient évidemment un lien, mais ces figures montrent qu'en une forme simple, des organisations différentes peuvent s'installer. Mais c'est une œuvre de l'Atlas, mais finalement vous prenez un livre, vous ouvrez un livre, toutes les pages du livre sont simples, ce sont des rectangles, et à l'intérieur vous avez des sens différents. L'iPhone, c'est pareil, la forme est simple, et à l'intérieur, des applications sont multiples, sont infinies. Quelque part, c'est un peu notre approche, c'est de dire que l'hôpital d'aujourd'hui, le bâtiment d'aujourd'hui, puisse être le support des possibles. Alors, pour vous expliquer en deux mots comment on met ça en place dans le bâtiment, en face, vous avez un pupitre qui montre la maquette transparente de l'hôpital de Marne-la-Vallée. On montre ce bâtiment parce que c'est un cas d'école, il s'installe sur un site plat, évidemment il a peu de contraintes de site, le programme était, bon voilà ce qu'il est. On a pu mettre en place donc un cas d'école et on n'a pas de mal à l'expliquer. Alors, cette simplicité apparente, cette forme apparente, elle n'est pas simpliste. Parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser, pour accueillir cette diversité mouvante, il faut instaurer des lois. Et ces lois, je vais vous les expliquer en quelques mots. D'abord, lorsqu'on est dans un système urbain, lorsqu'on n'est pas certain du devenir de la croissance ou la décroissance des fonctions, leur changement, on met en place assez naturellement un grid, parce que ce grid, là ici vous avez le grid de Manhattan, ce grid permet d'imaginer tous les possibles. C'est pour ça qu'il a été inventé, c'est qu'effectivement il peut se densifier, se dédensifier et croître. Et vous voyez la maquette de Marne-la-Vallée est fondée sur un grid. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a l'impression que tout est mélangé, mais en réalité, ça ne peut fonctionner que si on met en place des lois d'arborescence qui sont fondées sur les ingrédients hospitaliers fondamentaux, les fonctions servantes, desservent des fonctions servies à plusieurs degrés, c'est-à-dire à peu près à 3 degrés, jusqu'à la chambre. Bon, là vous avez donc une image de cette arborescence, et l'hôpital doit être organisé suivant ces logiques-là. Enfin, l'autre chose, c'est que la forme du bâtiment doit être continue, doit boucler, c'est un bon terme. Et là, vous avez le ruban de Mobius qui l'illustre. Effectivement, grâce à cette forme continue, à cette forme simple, vous imaginez que les fonctions vont pouvoir s'organiser, muter entre elles d'une façon assez libre. Et voilà la dernière règle, si on peut appeler ça des règles, c'est que, et ça va paraître bizarre pour beaucoup d'architectes, parce que c'est une façon de
c'est la fin de l'architecture, quelque part. Beaucoup diraient, bon, ça, c'est pas de l'architecture. Là, vous simplifiez l'histoire de l'urbanisme. C'est pas ça. On peut pas faire d'hôpitaux aimables de cette façon. Eh bien, je vais aller encore plus loin pour les choquer, parce que le NoSpace est encore plus rigide qu'on ne pense. Nous considérons plusieurs composantes qui constituent un hôpital. Sa structure, ses fluides, ses dessertes, ses invariants et sa fonctionnalité. Ça peut paraître bizarre d'introduire la fonctionnalité dans ces éléments concrets. En réalité, vous prenez un Mikado, et imaginez que ce Mikado appartienne au groupe de la structure. En haut, vous avez une image, je tire le Mikado de la structure, je fais bouger la fonctionnalité, je fais bouger les fluides et je fais bouger des invariants. Le problème, c'est que si je fais bouger l'un ou l'autre, ça prouve que le système est inflexible. Donc, pour obtenir un système flexible, il faut urbaniser ses composantes et faire en sorte qu'elles ne se dérangent pas l'une et l'autre. Alors, quelque part, ça veut dire qu'à un moment donné, la structure peut s'imposer sur des problématiques programmatiques. La structure peut s'imposer sur, ou les desserts peuvent s'imposer sur, quelquefois, des choses qui choquent. Mais en réalité, on a dit au début que le programme changeait tout le temps. L'utilisateur, le schéma de l'utilisateur que je vous ai montré, qui est respectable, qu'il faut mettre au point, malgré tout, cet utilisateur, aujourd'hui, je ne vais pas vous le citer, mais il est parti. On a construit l'hôpital, il est parti. Alors il s'est exprimé. Et si vous voulez, si je fonde un bâtiment sur une demande d'utilisateur qui, au bout de 2-3 ans, part, alors que le bâtiment existe pendant 40-50 ans, si vous voulez, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Et donc, ça veut dire que cette flexibilité s'obtient quelquefois au prix de concessions. Alors, pour revenir à l'œuvre de l'Atlas, voilà mise en musique l'installation des fonctions dans ces plateaux et qui peuvent donc, grâce à ces lois, finalement, autoriser énormément de solutions. Et c'est ça qui devient magique. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Lorsqu'on fait un bâtiment, on a toujours une espèce de réticence de la part des utilisateurs. Mais à partir du moment où ils peuvent jouer au Lego, ils sont très contents parce qu'ils peuvent tout faire. Et ils s'aperçoivent que les demandes initiales pourraient être transformées en des choses plus intéressantes ou plus adaptées. Bon. Voilà. Maintenant, c'est quelques mots un peu théoriques. Je vous propose une immersion dans quelques bâtiments réels, des photos réelles, ce n'est pas des perspectives, on y a tenu. Là, c'est l'hôpital de Jossigny, de Marne-la-Vallée, dont je vous ai parlé. Donc, la galette transparente, théorique, aboutit à un bâtiment, malgré tout, concret. Et vous voyez, cette simplicité là est absolue. Là, c'est l'intérieur du bâtiment, du même bâtiment, du même centre hospitalier. Un patio. Vous voyez que la lumière sur un bâtiment assez plat, R+2, s'introduit au cœur des plateaux. Là, on surfe sur le centre hospitalier de Clocheville. C'est une vieille réalisation. L'IRR de Nancy. Voilà, je vais rapidement parce que Jérôme va vous présenter un bâtiment. Ce qui est intéressant en fait dans les images que vous montrez, c'est que tout à l'heure on était dans la rigueur d'une trame que vous expliquiez, d'un dispositif. Un dispositif qui prend en compte bien l'évolution des techniques, l'évolution des territoires à l'intérieur d'un hôpital, puisque vous montriez bien que les utilisateurs pouvaient changer. Et en même temps, on voit qu'on est véritablement quand même dans un bâtiment, dans des systèmes de bâtiments extrêmement aimables, qui prennent en compte l'humain dans tous les espaces que vous êtes en train de nous montrer, que je pense qu'on va développer tout à l'heure, en fait.
Absolument. Merci de me tendre la perche. Effectivement, cette rigidité, tout à l'heure j'ai dit la fin de l'architecture pour certains. Au contraire, je vais vous dire, on fait des découvertes sur chacun de nos bâtiments, des découvertes spatiales. Finalement, ça nous permet de maîtriser beaucoup mieux les espaces parce qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Donc sur des grandes surfaces, sur des hôpitaux de 80 000 m², on peut maîtriser le détail. Ce qui est absolu. C'est-à-dire que c'est fou. Vous voyez, quand vous imaginez un bâtiment qui à chaque fois tordu, à chaque fois qui part dans tous les sens, vous avez des chameaux, vous découvrez à chaque fois des chameaux, vous finalement, et grâce à cette simplicité, on arrive à maîtriser le détail. Bon. Voilà, et je vais repasser la parole à Jérôme. Ce qu'on peut ajouter ne le passe pas trop vite là, mais c'est que au-delà de cette mise en place entre guillemets philosophique, il y a après une confrontation avec le contexte, avec l'environnement, avec les utilisateurs. Donc c'est aussi ça qui fait que ça nous permet une plus grande souplesse par rapport à l'organisation du bâtiment hospitalier. Donc là, on a choisi uniquement des photos d'espace intérieur, mais les bâtiments sont tous différents, même s'ils procèdent d'une même façon de réfléchir. Ça, c'est le centre hospitalier de Toulon, Chalon-sur-Saône. Belfort-Montbéliard, ça c'est une perspective, c'est un dessin, mais aujourd'hui c'est quasiment la réalité. Il est en cours de construction. C'est un hôpital qui réunit deux bâtiments hospitaliers, celui de Belfort et celui de Montbéliard, qui se donc mutualisent sur un seul et même site. C'est un bâtiment de grande importance puisqu'il fait 90 000 m². Il est installé près de la nouvelle gare TGV de Belfort-Montbéliard. Et il est sur un terrain extrêmement en pente. C'est pas le plus pratique pour y implanter un hôpital. Et donc ça a généré cette grande rue centrale éclairée par de grands patios qui sont liés, donc je ne sais pas si on a des dessins tout à l'heure, non on l'a peut-être pas, qui sont liés à la coupe sur le site. Mais voilà, pour dire aussi qu'au-delà peut-être de cette rigueur conceptuelle qu'on peut voir sur la maquette, il y a dans nos bâtiments une attention forte à l'espace, à la lumière et à ce qu'on appelle le well-being dans le domaine hospitalier. Le well-being et peut-être aussi justement l'orientation, la lisibilité, ce côté extrêmement rassurant apparemment qu'on perçoit dans vos espaces d'ailleurs. Oui, alors l'orientation, oui, il y a un paradoxe. C'est vrai qu'on ne peut pas aussi... c'est pour ça qu'Olivier d'ailleurs a parlé de New York tout à l'heure, c'est qu'à New York, Broadway permet de se repérer. Sinon, il y a un sentiment parfois d'uniformité. Donc c'est un peu le paradoxe de notre concept, c'est que tout est pareil, mais en même temps on doit se repérer. Mais un bâtiment hospitalier n'est pas un bâtiment que l'on parcourt d'un bout à l'autre. C'est un bâtiment, on est accueilli et on va à un endroit unique. Le personnel, lui, sait où il travaille. Donc la notion de repérage, elle est tout de même toute relative. D'où cette idée d'un outil technique très performant, de bâtiments extrêmement organisés, des bâtiments auxquels on peut faire confiance en fait. C'est surtout ça au niveau des maîtres d'ouvrage finalement qu'ils attendent, des architectes. C'est-à-dire d'avoir des bâtiments fiables, avec de beaux espaces, des endroits où l'on puisse à la fois être bien pour travailler, pour accueillir, et puis en même temps véritablement des bâtiments qui sont immensément sollicités, non ? Je pense qu'ils attendent aussi que... quand on sait que la conception et la construction d'un bâtiment hospitalier de l'ordre de 500 lits, c'est une petite dizaine d'années, ils attendent aussi qu'on soit capable d'accéder aux demandes de changement, que ce soit pendant les études, que ce soit pendant le chantier même, et après de faciliter des évolutions futures. Mais là, c'est évidemment plus compliqué quand le bâtiment est habité et occupé. Mais c'est surtout ça qui nous préoccupe. On s'est rendu compte que... en 4 ans d'études, tout change. Et si on peut abandonner, on dit au maître d'ouvrage, ah non, maintenant, terminé, on se retrouve dans 10 ans, et puis c'est pas possible, quoi. Donc on est obligé de prendre en compte la considération donc, du temps qui passe et des évolutions qui sont inhérentes et qui sont liées à des facteurs multiples. Et tout ça, c'est vérifié vraiment tous les jours. L'hôpital de Genève, là, donc, dont je voulais parler, est-ce qu'on le voit bien là? Oui, c'est ça.
est un bâtiment aussi qui est symptomatique de l'évolution d'un bâtiment hospitalier. Donc j'ai un peu enchaîné là sur la présentation de quelques bâtiments, disons, à l'étranger. Et notre étranger, nous, c'est plutôt l'Europe que la Chine. Et comme je le disais tout à l'heure, on a les architectes français ont véritablement une vraie reconnaissance en Europe sur le savoir-faire. Je crois qu'il y a une politique en France qui est née dans les années 2005, ce qu'on appelait Hôpital 2007, qui a fait qu'il y a eu énormément de sites hospitaliers qui ont été reconsidérés et construits à neuf, ce qui n'a pas été fait dans les pays limitrophes de la Scandinavie jusqu'à l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et aujourd'hui, ces pays-là, ils sont confrontés et leurs architectes ne sont pas finalement si rodés que cela. Et donc c'est pour ça que, comme le disait Aya tout à l'heure, les architectes français sont légitimement appelés à concourir. Après, c'est beaucoup plus difficile de gagner en dehors de nos frontières. Et donc là, malgré tout, on a des expériences sur l'hôpital de Genève, qui est un hôpital qui se reconstruit sur lui-même en plein centre-ville. On a gagné, alors j'en profite pour présenter Gerold Zimmerli, qui est ici, qui est notre partenaire de toujours et qui est associé avec nous sur ce projet. C'est pas parce qu'il est suisse, mais c'est parce qu'on l'a fait donc ensemble, et également avec Jacques Lucan et Odile Seller, ce bâtiment en Suisse. Et on l'a remporté parce que c'est un bâtiment qui doit accueillir non seulement les extensions des blocs opératoires, mais les lits, vous le voyez, alors j'arrive pas à le montrer là, parce que mon doigt ne va pas. C'est un bâtiment dont aujourd'hui en Suisse il y a encore des chambres à 7 lits, voire à 9 lits. C'est ce qui est complètement inattendu et non mais on peut pas, il faut revenir en arrière. Et donc l'objet, c'est de construire un nouveau bâtiment qui va permettre de restructurer tous les autres bâtiments. Et donc il restait un morceau de terrain et on a gagné ce projet qui était un concours ouvert, donc à grand risque. Mais on a gagné ce projet parce qu'on a eu une idée de compacité et d'économie de territoire. Et on a fait un bâtiment beaucoup plus compact que ce que le projet attendait par rapport aux concurrents. Et donc on a laissé sur la partie de l'autre côté de ce qu'on appelle la toiture voirie, un autre morceau de terrain qui leur permettra une énième extension. Et donc on a un bâtiment extrêmement lancé là, toc. Voilà donc une des vues. Et dans cette forte compacité et donc forte épaisseur, on a apporté la lumière, non pas avec des patios comme on le fait sur l'animaire de la vallée, des patios qui sont donc qui perforent l'horizontalité, mais là on a des patios qui sont de grandes loggias qui perforent la verticalité et qui amènent de la lumière jusqu'au cœur des différents services. Voilà, on voit la coupe et sur la coupe qui est en bas, on aperçoit les grandes patio loggia qui amènent en quinconce la lumière à l'intérieur des unités de soins. Avec un bâtiment qui est construit en champignons, de telle façon à ne pas venir perforer la partie qui est grisée, hachurée. En bas, c'est une partie qui est occupée, ce sont les blocs opératoires. Et donc, on a un noyau vertical qui suspend après l'ensemble des planchers. Et voilà le plan type du bâtiment, avec donc les parties hachurées qui sont les loggias, qui apportent la lumière sur les postes de soins en jaune, et 2 unités de soins avec les chambres en périphérie. Et au centre, donc en bleu, les escaliers, les ascenseurs qui réservés au public, et puis en rouge et orange, la logistique et le médical, qui empruntent aussi une circulation centrale, qui est donc indépendante de celle des visiteurs. Voilà le bâtiment en chantier et aujourd'hui il se dévoile car les échafaudages disparaissent. Donc voilà, on a une partie, on aperçoit une partie, la première partie du bâtiment, ça c'est sur la façade arrière. Ce qui est au premier plan, ce sont les jardins qui sont existants et qui sont au-dessus du bloc opératoire et donc qui profiteront à ce bâtiment qui sera en liaison avec le reste de l'hôpital universitaire de Genève dans un site extrêmement contraint en centre-ville. Et voilà les grandes loggias
sur 2 niveaux qui non seulement procurent l'entrée de la lumière au plus profond du bâtiment, mais en même temps assure des vues lointaines sur le paysage et les montagnes environnantes. Donc ça sera fini dans 1 an. Ça aura mis... Donc c'est aussi une autre expérience en Suisse, c'est à Zurich. C'est le premier concours conception-réalisation en Suisse. Les Suisses aussi font appel au privé et à ce système de conception-réalisation. L'entreprise avec laquelle nous sommes, c'est l'entreprise Losinger, qui est une filiale du groupe Bouygues, qui est implantée depuis longtemps en Suisse. Et donc on a remporté ce concours. C'est un hôpital qui se situe sur un site où un hôpital déjà préexiste, qu'il faut démolir. C'est un hôpital qui est magnifique, mais on est obligé de le démolir parce qu'il ne répond plus aux normes aujourd'hui thérapeutiques. Les Suisses construisent pour 200 ans avec énormément de moyens. Je dois dire que les hôpitaux ici ont des budgets qui sont quasiment le double au mètre carré qu'en France. Mais bon, en même temps, quelque part, ils construisent pour 200 ans, mais les hôpitaux, ils sont obsolètes au bout de 50 ans. Donc on peut se demander si nous, on n'a pas raison de construire des hôpitaux un peu plus cheap et qu'il faut raser, parce qu'il faut se mettre au goût du jour. Mais enfin bon, c'est tout de même agréable d'avoir des budgets qui laissent le loisir de peaufiner détails et matériaux et ambiance. Donc ça, c'est l'hôpital de Schlieren, juste à côté de Zurich. La petite chapelle qui est à gauche, elle était à la place de l'hôpital. Ils la scient et on la déplace parce qu'ils veulent la garder. Donc ça, c'est quelques petits détails amusants. Voilà, un hôpital en ville. Il y a des ratios qui feraient frémir la nappe, de l'ordre de 2,5. Enfin, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. L'Institut Jules Bordet, tout à l'heure, je crois que l'agence Assar a présenté l'hôpital Erasme. C'est donc le même site et on construit 2 bâtiments. Ça, c'est l'Institut Jules Bordet qui existe actuellement en centre-ville de Bruxelles et qui vient rejoindre tout un complexe universitaire sur le site de l'hôpital Erasme. Et les 2 bâtiments vont coopérer. Donc c'est actuellement en chantier, ça sera terminé dans 4 ans. C'est un bâtiment qui fait 85 000 m², qui est dédié au cancer et qui est constitué bien sûr d'un hôpital, mais aussi beaucoup de locaux de recherche et de laboratoires. La grande rue intérieure, qui est une rue parce qu'elle va justement rejoindre les autres hôpitaux en question. Un hôpital à Copenhague, qui est donc un hôpital existant. On le voit sur les parties en toit en tuiles. Et c'est un très très grand site. Ils ont lancé d'abord un concours pour un master plan. Donc on a fait le concours, on l'a perdu. Ensuite ils ont lancé un concours pour la partie centrale qui s'appelait le Somatic Hospital, que l'on a fait et qu'on a perdu à nouveau. Et donc dans la question des limites dont on a intitulé cette présentation, c'est aussi ça, c'est que il est important que les architectes s'ouvrent aux autres cultures. Il y a une confrontation qui nous permet d'avoir donc un enrichissement de la réflexion. Et on s'aperçoit que dans les pays scandinaves, il y a une énorme attention qui est portée à tout ce qui est paysager, végétation, environnement. La différence, c'est que aussi ils ont du personnel et en grand nombre pour entretenir les jardins et les paysages dans les sites hospitaliers, ce qu'il n'y a pas souvent et très très peu en France. Voilà, des espaces intérieurs toujours très généreux, des salons d'étage en extrémité. Chambres avec des lits d'appoint. Les chambres sont plus grandes. On est de l'ordre de bon 20% de plus que les chambres en France. L'hôpital d'Helsinki, qui est actuellement donc qui a été un concours sur un master plan aussi qu'on a perdu. Actuellement, on fait le concours sur la partie triangulaire qui est au premier plan, au pied de la grande tour d'hébergement. Concours qui se rend à la fin du mois d'août.
Enfin, ça, c'est pas le projet, hein, ça, c'est le master plan. Je ne dévoilerai pas un concours en cours ici. L'hôpital pédiatrique de Helsinki, toujours. Quasiment fini. L'hôpital pédiatrique de Lausanne. Perdu. Des lieux qui sont programmés et qui sont demandés au sein du programme. Voilà, la chambre. Je pense que c'est la dernière image. Voilà. Présentation brève, mais qui représente bien aujourd'hui l'activité que l'on mène et qui est effectivement aujourd'hui très partagée, voire même prioritaire avec les pays limitrophes de la France concernant les programmes hospitaliers. À travers les images que vous avez montrées, donc on voit bien, ça donne presque envie d'être malade pour aller se reposer un peu de temps en temps. Donc, mais bon, quand même, on ne va pas essayer. Mais on voit bien véritablement comment la diversité de ce système, bon, vraiment assez strict et très, très organisé que vous développiez au début, peut se prêter à une grande diversité d'expressions architecturales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et j'ai eu un peu le sentiment, en vous entendant parler aussi, que en France, il y a quand même eu cette excellence de la commande publique à la française, dont votre agence est quand même un bel exemple, qui a donné un peu cette agilité. Et on voit comment, finalement, aujourd'hui, vous êtes aussi sollicité beaucoup par des maîtres d'ouvrage d'autres pays, justement en Europe, qui vont, ou même des agences, des confrères étrangers, qui vont vous appeler justement pour cette compétence que vous croisez vraiment très judicieusement avec ces programmes un peu différents. Et je crois savoir aussi que vous avez mis en place il y a quelques années, très tôt, l'outil BIM, dont beaucoup parlent. Alors c'est peut-être pas le lieu ici, mais je sais que votre BIM manager et architecte associé Jacques Lévy est ici. Donc Jacques, si vous voulez poser des questions aussi sur ce process BIM, en fait, qui est quand même quelque chose qui va devenir obligatoire et où l'agence Brunet-Saunier a été vraiment fait partie des précurseurs en France dans ce domaine. Et je crois que ça a été un peu décisif aussi sur l'hôpital de Zurich, par exemple. Oui, je réponds pour toi, Jacques. Je vais m'essayer. Oui, le BIM est un bon outil pour justement concevoir des hôpitaux où la demande est toujours changeante. Il fallait un outil qui permette cette souplesse. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on travaille différemment. C'est que, autour du BIM peuvent se greffer de plus en plus de compétences, géographiquement pas forcément situées dans le quartier, ça peut être de l'autre côté des frontières, de l'autre côté de la Terre. Ça change vraiment beaucoup les choses. Et ça favorise l'interface aussi. Et ça favorise effectivement l'interface. Et ensuite, on a un outil qu'on peut offrir au maître d'ouvrage ou vendre pour la maintenance et l'exploitation des bâtiments. Donc voilà, j'en parle sûrement moins bien que Jacques, mais je veux dire par là que le BIM est aussi finalement inscrit dans cette logique de nos limites, dans la mesure où on peut travailler mieux, sans frontières, sans clivage, et avec beaucoup plus de transparence avec les différents acteurs. Le BIM, c'est un outil, mais c'est surtout un processus. C'est surtout une façon aujourd'hui de réfléchir à comment travailler dans un mode collaboratif. Et aujourd'hui, on le met en place, notamment, donc, tu l'as dit, à Zurich, le client attend, à la fin de la réalisation, une maquette numérique. Et la maquette numérique, on la met en place, non seulement avec les partenaires, nos partenaires suisses-allemands architectes, nos bureaux d'études et l'entreprise. Mais le chemin est long, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, c'est pas si simple, mais néanmoins on apprend donc à travailler autrement. On a modifié notre méthodologie de travail par rapport à cette maquette que l'on doit livrer avec l'entreprise au client pour lui faciliter ou lui occasionner la possibilité de maintenir et de gérer son bâtiment dans le futur.
D'où la nécessité d'avoir pris de l'avance par rapport à la législation qui va vous rattraper, je pense. Peut-être allons-nous laisser la parole à la salle si vous avez des questions à poser, en sachant que j'attire votre attention sur le fait que la maquette, donc le principe qui a été développé par Olivier tout à l'heure, est exposé sur une table qui est à l'entrée de ce village des architectes. Et Régine Locuteur est présente également, la directrice de communication de l'agence, si vous avez d'autres questions à poser à l'issue de ce moment partagé, ainsi que Gérold Zimmerli, qui est là également, et qui est véritablement une personne très importante de l'agence. Et puis Vincent Marchand, qui n'a rien dit, qui a peut-être envie de dire quelque chose, je ne sais pas. Voilà, donc si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Pardon ? Michel a dit que c'était parfait. Hein, c'est ça? Bon, bah ça suffit. Ah, Monsieur ? Je vais me promener. Une simple question par rapport à la complexité de vos bâtiments. Déjà, je me présente, Gorgi, architecte, Tunisie. Est-ce que vous avez un dialogue qui s'instaure déjà a posteriori avec vos maîtres d'ouvrage par rapport à vos bâtiments, et est-ce que vous avez des retours par rapport à vos conceptions qui doivent justement évoluer? Comment évolue l'expérience justement d'un bâtiment et comment évolue ce dialogue avec les maîtres d'ouvrage? Alors, oui, la question est judicieuse. Alors, tout d'abord, ce sont tous des concours publics, donc des concours anonymes, donc des concours où on nous donne un programme et on n'a aucun contact avec les utilisateurs, si ce n'est une réunion de présentation. En revanche, lorsque le concours est gagné, il y a, dès le début de l'étude, les rencontres avec les utilisateurs et la direction de l'hôpital. Et c'est là où on peut mettre en place, comment dire, un concours c'est gagné, mais c'est jamais parfait. Donc il y a des critiques, et c'est là où, avec la flexibilité donc inhérente à la façon dont on conçoit nos bâtiments, mais c'était pas la seule, hein, on n'a pas dit que c'était la seule direction pour faire un hôpital, et c'est là où le dialogue s'instaure effectivement, et où on peut faire évoluer un service d'un étage à l'autre, d'une aile à l'autre, faire communiquer des services qui ne communiquaient pas avant, etc., etc. Donc on a, et je crois qu'Olivier a mis tout à l'heure une photo de l'hôpital de Douai, voilà, ça c'est l'hôpital de Douai, et qui montre l'évolution du bâtiment entre les différentes phases. Voilà, depuis, si on lit de gauche à droite, c'est de l'esquisse jusqu'au chantier, et de haut en bas, c'est les différents étages. Et donc ça traduit bien qu'on a pu accéder aux demandes de modification du maître d'ouvrage. Par exemple, à Toulon, en plein chantier, on a gelé totalement un quart du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée pour changer les urgences qui devaient subir des modifications fonctionnelles. Et donc, on a pu, à l'intérieur de cette trame, faire donc évoluer le bâtiment. On a de véritables retours. Alors évidemment, une fois que le bâtiment est occupé, c'est beaucoup plus difficile. Il y a peut-être des désirs de changement, mais évidemment, là, ça demande d'interrompre ou de modifier véritablement la façon de fonctionner. Mais ce que l'on prône, c'est qu'on doit être capable de faire évoluer un bâtiment en dialogue avec les utilisateurs pendant les études et pendant le chantier. Après, c'est une autre histoire. C'est pas aussi simple que ça. Après, on peut rentrer dans le détail, mais la véritable flexibilité, elle a un coût énorme, puisque elle est liée aussi, c'est pas uniquement les cloisons qui doivent changer, c'est aussi les réseaux. Et là, quand on construit dans des coûts au mètre carré français, on a moins la possibilité d'avoir la souplesse dans les parties techniques. Donc c'est pour ça que ça peut se faire pendant le chantier, mais après c'est plus difficile. Je peux rajouter une chose. Vas-y, rajoute. Je vais ajouter autre chose, c'est que on a bien des fois à restructurer des bâtiments existants des années 70, 80, 90.
Et on se pose rarement la question de la récupération de ce qui a été construit 20, 30 ans. Tout ce qu'on peut démolir, on se dit, on fait table rase. Et ce qu'il reste en général, ce qui sédimente, c'est le béton. Et la décision de restructurer ou de démolir est conditionnée par la rigidité du béton. Au-delà de ça, si les plateaux ont du potentiel, on décide de restructurer ou on décide de reconstruire. Sur des typologies d'hôpitaux des années 70, on a des barres qui font 12, 14, 16 mètres, elles sont trop fines, on ne peut pas réimplanter des fonctions médico-techniques dedans, donc on prend la décision de raser. Alors, je veux dire par là, c'est que à la question de savoir comment est vécu aujourd'hui dans les bâtiments qu'on a livrés cette flexibilité, on a du mal à vous répondre parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais ce qui serait un frein à cette vraie flexibilité, c'est que les plateaux qu'on propose n'aient pas la bonne épaisseur, la bonne homogénéité, la bonne distribution. Les invariants, je vous parlais des invariants, c'est extrêmement important, des invariants bien positionnés. Et nos confrères, dans 20-30 ans, notre espoir, c'est qu'ils héritent de plateaux restructurables. Tout le reste, technique, cloison, seconde œuvre, tout ça, on fait table rase. Enfin, c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, sur des bâtiments de 30-40 ans. Donc, voilà. La flexibilité, elle est typologique. Elle donne des bâtiments, à chaque fois assez différents, mais il y a des constantes. Et ces constantes-là, c'est ce qui fonde la flexibilité de nos bâtiments. L'épaisseur des plateaux, la continuité, l'installation des invariants, c'est ce qu'on transmet aux générations d'architectes futurs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Non, tout d'abord, je voudrais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Et j'ai toujours été très impressionné par votre démarche, très fonctionnaliste, mais dans le bon sens du terme. Je crois qu'on a des approches assez différentes, mais on se rejoint sur pas mal de sujets, et sur le sensible en tout cas. Simplement, la question qu'on se pose, je crois tous, les architectes, c'est qu'on a de plus en plus de programmes avec des contraintes de plus en plus lourdes, de plus en plus fortes. Vous avez évoqué certains sujets en plein site occupé, avec du maintien d'activité, avec de la densité. Ça devient de plus en plus complexe. On a connu ce cycle, on va dire, des opérations neuves, des opérations de restructuration lourde. On s'est aperçu que nos chères tutelles, on dit dans le fond, ça coûte plus cher de restructurer, revenons sur du neuf. Tant mieux, vous êtes en plein dans ce genre de démarche parce que vous avez une architecture extrêmement pure, extrêmement fine. Et si elle est humaine et si elle est belle, c'est parce que vous avez du talent et qu'elle est aussi effectivement très fonctionnelle. Donc tout ce que vous avez dit, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est parfait. Mais c'est vrai que vous avez dit l'essentiel. N'empêche que vous allez être confrontés, je pense comme nous sommes actuellement confrontés, sur des opérations qui sont avec des contraintes extrêmement lourdes. On s'attaque sur des sujets style des IZH des années 70, au hasard, Michalon, Dupuytren et autres. Comment fait-on? Comment s'y prend-on? Parce qu'on a en face des programmes qui sont complètement décalés à ce genre de démarche, qui n'écrivent pas les programmes en réfléchissant comme ça. On a des programmes en définitive extrêmement traditionnels, très classiques, sans prendre en compte une réflexion, un recul pour savoir ce qu'il faut effectivement faire par rapport à ce genre de bâtiment. Je ne parle pas de bâtiments de patrimoine hospitalier, ça, je mets ça à part. Il y a quand même des bâtiments, tout n'est pas dans le patrimoine hospitalier. Et là, on se retrouve paralysé parce que non seulement on a des programmes traditionnels au sens qui ne se posent pas la question de la configuration et des existants et des vraies potentialités de ces sites, avec des faisabilités qu'il faudrait faire a priori, non pas a posteriori. Et puis surtout, se dire que les fonctionnalités changent, vous l'avez bien dit, mais c'est encore plus vrai dans ce genre de sites qui ont à passer avec des habitudes, avec des lourdeurs dans des grands CHU. Donc toute cette problématique où vous avez des programmes tranche ferme, c'est un tiers
dans la majorité des cas, et tout le reste en tranche conditionnelle. Et là, la démarche devient catastrophique. Je pense que vous êtes d'accord, on a un vrai sujet là. Donc il va falloir qu'on se voit avec plusieurs, mais vraiment réfléchir et faire quelque part des dialogues avec nos chers ARS, nos ANAP, enfin tous ceux qui sont là à nous donner effectivement, je dirais, à réfléchir, mais vraiment dans une vraie concertation, parce qu'actuellement c'est un vrai sujet, quoi. Moi je pense qu'on est devant des fois des aberrations. Hein, des aberrations. Permettez-moi de le penser. Merci pour ta réflexion qu'on partage. C'est plus une réflexion qu'une question. C'est vrai qu'on aurait dû profiter de ce salon et village des architectes pour se faire une petite table ronde, un petit débriefing. Et comme il y a vraiment tous les acteurs ici, de la programmation aussi, et les donneurs d'ordre, ça aurait été bien. Mais c'est une bonne idée. On va demander à David Antibi de l'organiser pour l'année prochaine. Merci de cette réflexion. C'est vrai que le système, et Olivier l'a bien dit, là on est dans le cas de Marne-la-Vallée, c'est un cas extrêmement radical. On avait tout ce qu'il fallait pour. On en a profité pour le faire. Mais c'est sûr que la confrontation avec un existant et des programmes qui ne s'adaptent pas et qui sont morcelés, oui, il faut qu'on réfléchisse autrement. Et peut-être sûrement en amont avec la programmation. Ça va sans dire aussi que de toute façon l'hôpital va évoluer. Aujourd'hui, je ne sais pas si on construira encore un bâtiment de 700 lits à la Marne-la-Vallée. Est-ce qu'on va pas il est clair que l'ambulatoire se développe par rapport à l'hébergement. Il est clair qu'effectivement il faut qu'on envisage, et c'est pour ça qu'on pense à la flexibilité, c'est qu'un jour on va diminuer le nombre de chambres dans ces bâtiments-là et on les transformera par de l'ambulatoire. Donc, et je ne parle pas de la médecine embarquée, de la médecine à domicile, qui vont donc réduire et avoir un impact fort sur le foncier hospitalier. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une aventure des années 2000, mais dès 2020, dès 2025, il va y avoir autre chose. Ces bâtiments-là, je pense qu'il faudra les repenser complètement. Mais tout à fait. Tout à fait. On va retourner, c'est un effet de balancier, à des bâtiments scindés. Mais ça deviendra un sublime musée d'art contemporain quand ce ne sera plus un hôpital. C'est juste à côté de Disney, c'est impeccable. Ça, c'est fait pour. Ça s'appelle le développement durable, c'est-à-dire on a pensé à la transformation et à la récupération. Oui. J'avais une question, si on a encore un petit moment, qui était de revenir sur le concept de nos limites, parce que il y a quand même quelque chose d'un peu surprenant d'avoir un bâtiment limité qui finalement parle de nos limites. Parce que finalement, votre démonstration aurait été intéressante si vous aviez pu mettre les typologies de vos différents bâtiments qui finalement ont des mesures d'enveloppe complètement différentes et des mesures de patio complètement différentes, et de comparer ces différents bâtiments que vous avez faits sur ce principe. Alors là, j'aurais été plus convaincu, alors que là, vous avez présenté une démonstration sur un panneau qui consiste à remplir une forme, mais on sait tous très bien que c'est une manière de maîtriser la quantité, car l'hôpital, c'est la maîtrise de la quantité, et qu'à un certain moment donné, vous faites une forme, mais cette forme, elle est bien figée. Il y a un moment où elle se fige, et elle ne se fige pas sur le no limit, elle se fige sur un programme et une quantité qui est donnée à un certain moment. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut dire qu'on devient dans un système no limit? Et encore une fois, je veux dire, il y a deux concepts qui interviennent que vous combattez, c'est-à-dire la surdétermination de l'espace et l'indétermination de l'espace. C'est un concept, la surdétermination, c'est un concept plutôt psychanalytique, mais enfin, c'est quand même le principe. Surdétermination d'espace, on fait des formes qui s'accolent aux fonctions. Indétermination, on donne une surface dans laquelle on donne comme indéterminées les formes des fonctions qui vont pouvoir prendre place. Or, en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à un certain moment une forme limitée, avec innervée bien sûr par les couloirs, et puis après vous remplissez cette forme. Mais encore une fois,
on ne peut pas parler ici, à mon avis, ça aurait été plus intéressant de présenter tous vos projets faits avec l'enveloppe et puis les percements que vous faites varier peut-être, parce que vous faites varier l'enveloppe et vous faites varier les patios, et à partir de là, c'est ce comparatif qui aurait été beaucoup plus intéressant. Alors que là, voilà, vous donnez, encore une fois, vous donnez un concept qui est no limit sur une enveloppe complètement limitée qui est obligée de se figer à un certain moment, parce que l'architecture n'est pas mobile. Alors, et après, c'est à toi. Ouais. Alors, je retiens plusieurs choses. Effectivement, c'est une architecture de l'incertain, et à la fois dans une forme finie. Je comprends le paradoxe, parce qu'on pourrait dire que les hôpitaux aux formes fractales peuvent se densifier, proliférer plus simplement, accepter d'autres architectures. Tout ce qu'on connaît dans l'hôpital actuel. C'est vrai ce que vous dites, monsieur. D'ailleurs, c'est une critique qu'on a assez souvent. C'est comment vous étendez votre forme finie, quelque part. Mais vous parlez d'extension. Je suis convaincu que c'est un ancien débat. C'est terminé. On n'étend plus l'hôpital. Je pense que l'hôpital est voué à décroître. Première chose. Deuxième chose, la forme est finie, certes, mais elle se densifie, parce que plus ça va aller, plus l'hôpital va être médico-technique, et plus les fonctions qui ont intérêt à être dans cette forme finie prendront place au détriment d'autres fonctions qui peuvent s'externaliser. Après, sur la présentation de différents bâtiments, on aurait pu le faire, on a fait l'exercice. Hein. Bon, on aurait pu présenter la 380, la 360, la 330, etc. Un peu comme le fait Airbus. Pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est pas tellement intérêt, parce qu'à la rigueur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concours, il y a beaucoup de... Ça n'aurait pas de sens, mais par contre, je serais ravi de vous le présenter, parce que j'aime beaucoup vos propos. Et ça serait intéressant qu'on ait un débat peut-être plus en vis-à-vis. Non, mais c'est bien qu'il y ait une critique, parce que ça veut dire que ça suscite quelque chose. No Limit était un titre pour cette conférence, et qu'il fallait résumer un certain nombre de concepts. Mais cette forme, effectivement, elle est finie, mais elle peut évoluer. On aurait pu présenter, et dû présenter peut-être, le projet de Chambéry, qui participe du même concept au départ, dans un site extrêmement contraint, au pied d'un bâtiment qu'il va falloir démolir parce qu'il n'est absolument plus réutilisable. Et on a pris comme image, pour déformer la figure, la différence entre le Palais Farnèse à Rome et la Villa Borghese. Et le Palais Farnèse, c'est un îlot à Rome, qui est aujourd'hui occupé par l'ambassade de France, et c'est un grand rectangle avec la figure du palais et le patio central. Et la Villa Borghese, c'est exactement la même chose, sauf que le terrain était beaucoup plus contraint, était fuyant, biseauté, et donc la typologie est exactement la même, sauf qu'elle a épousé la forme du terrain et le tracé urbain. Et à Chambéry, on a fait exactement. À Chambéry, c'est le même concept que l'Animarne-la-Vallée, qui lui était sur un terrain totalement libre, donc extrêmement pratique pour radicaliser l'idée. Mais on voit que cette idée-là, elle peut aussi s'adapter à un contexte urbain, comme on l'a fait à Chambéry. Donc oui, c'est paradoxal de dire qu'il y a no limit à une figure qui est fermée. Mais cette figure, elle peut se déformer. Et comme l'a dit Olivier aussi, on imagine que les extensions, elles peuvent se faire par externalisation. Il y a des fonctions dans ces bâtiments-là qui pourraient être construites ailleurs, sur un site ou sur le même site, et recevoir de nouvelles fonctions. Si on étend un bâtiment, c'est parce que d'un seul coup, il y a un besoin. Et donc, on peut faire inverser les fonctions. C'est un peu notre discours. Oui, alors, moi, je voulais apporter un témoignage un peu en réponse à ce que vous disiez, et ma perception aussi de ce concept de nos limites, parce que j'ai eu le plaisir de collaborer avec l'agence Brunet-Saunier sur le concours de l'hôpital de Libourne. Précisément un site très, très contraint où le sujet était vraiment un sujet urbain. Il y a un hôpital monobloc existant, un site extrêmement
limité pour loger le programme à construire, une problématique d'accès fondamentale et une problématique d'insertion urbaine très forte. Et j'ai pu voir à cette occasion que le concept développé par Bonnet-Saunier savait s'adapter parfaitement à un contexte particulier, un contexte programmatique, un contexte de site urbain, un contexte de liaison avec un hôpital existant en fonctionnement. Et la vertu donc on peut reconnaître au sujet, et si on peut employer peut-être effectivement le thème de nos limites, c'est que le concept, l'impression que ça m'a donné, c'était qu'il était adaptable, sans limite ou presque. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'ossature qui est flexible. En l'occurrence, le monobloc qui a été dessiné à Libourne est une forme cintrée. Ce n'est plus une trame orthogonale, mais on retrouve la grille, les patios, la régularité des points de montée, etc., la rationalité de l'organisation hospitalière. On retrouve tout ça, mais dans une forme courbe qui s'adapte parfaitement au contexte urbain du sujet. Donc, voilà, je dirais nos limites dans l'adaptabilité du concept. Voilà. Après, moi, j'ai une question à poser à Olivier, parce que à propos du BIM, tout à l'heure, il a dit un peu comme un lapsus, je ne sais pas si c'était un lapsus, j'espère que c'était un lapsus. À la fin, on offre la maquette numérique à nos clients. Moi, j'ai lu récemment un article à qui profite le BIM. J'ai l'impression que dans nos agences, il génère un surcroît de travail, et qui plus est un travail qui n'est pas vraiment un travail d'architecte, qui est un travail de petites mains, qui est un travail besogneux. Voilà, comment on partage ce travail avec nos confrères bureaux d'études, comment on le partage avec les entreprises, est-ce qu'on ne porte pas, comme déjà on le porte beaucoup dans la maîtrise d'œuvre, un fardeau supplémentaire sans obtenir la rémunération juste en face? Voilà, quelle est votre expérience à ce sujet? D'accord. Oui, il faut conclure. Il va falloir qu'on rende la salle à une autre conférence. Donc un petit mot de fin peut-être? Clap de fin, Jérôme? Non, ou alors Jacques, tu veux finir? On prend 2 en secondes aparté, de plus alors. Okay. En aparté, je pense que c'est bon. plus raisonnable. Il n'y a pas de limite aussi pour perdre les concours. On a perdu le concours de Libourne. Voilà, terminé. Mais par contre, il y a une limite de temps. Merci de votre attention. Je touche à rien là. Je sais pas, c'est à qui l'ordinateur, c'est pas à nous. Non, c'est